En 2010, Ahua, 25 ans, est entrée clandestinement aux États-Unis. Elle travaillait dans un restaurant chinois et un salon de massage, mais a été licenciée après avoir été découverte par son patron parce qu'elle fournissait secrètement aux clients un service de demi-lit, c'est-à-dire qu'elle aidait les clients à se masturber. Plus tard, elle entre dans un bordel clandestin et commence sa vie de call girl. Ahua reçoit jusqu'à 10 clients par jour et gagne environ $20 000 par mois. Ahua mesure moins de 1,6 m et pèse moins de 80 kg. Même si elle n'est pas belle, elle est très attirante. Il a une épaisse couche de taches de rousseur, 2 canines visibles lorsqu'il sourit et il parle avec un fort accent du Fujian. La ville natale d'Ahua est un village près de la ville de Changle, Fuzhou, Fujian. Bien que le village ne soit pas grand, comme de nombreux villages et villes de la province du Fujian, il a une longue tradition d'immigration. La plupart des jeunes du même village, y compris les parents et amis d'Ahua, ont choisi d'immigrer. Ahua travaillait comme ouvrier à la chaîne dans une usine de la ville, de 8 h du matin à 18 h, avec un jour de congé par semaine. Il est l'aîné de la famille et a 2 sœurs mineures et des parents âgés. Sa famille est relativement pauvre dans le village. Avec un salaire mensuel de plus de 2000 yuan, il ne reste presque plus rien après les frais de subsistance et les subventions ménagères. Les 2 parents sont des agriculteurs ordinaires. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition. Ils espèrent simplement que leur fille pourra se marier dans une bonne famille le plus tôt possible. Ahua a eu 2 petits amis, mais a été larguée par les 2. Plus tard, elle n'a plus voulu sortir avec quelqu'un et ne s'est jamais mariée. Au début de l'été 2010, Ahua, qui venait d'avoir 25 ans et ne connaissait que quelques mots d'anglais, a décidé de se faire passer clandestinement aux États-Unis. Après 2 tentatives de contrebande qui ont duré près de 2 ans et qui ont impliqué toutes sortes de difficultés, il est finalement arrivé de l'autre côté de l'océan. Ahua a contacté sa tante à New York à l'avance, et sa tante a payé pour elle les frais de contrebande de $70 000 américains. Ma belle-tante est arrivée clandestinement là-bas il y a 10 ans et a ensuite épousé un Américain et est devenue citoyenne américaine. Il y a quelques années, il a persuadé Ahua de venir aux États-Unis, en lui disant qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner en travaillant ici. Ma belle-sœur est allée la chercher et la voiture a roulé pendant 2 jours et plusieurs semaines. En chemin, Ahua regardait le paysage à travers la fenêtre de la voiture et des larmes coulaient inconsciemment. Il a dit à sa belle-sœur que c'était les 2 jours les plus heureux qu'il avait passés ces dernières années. À l'été 2012, Ahua est arrivé sur la 8e avenue à Brooklyn, New York, un lieu de rassemblement pour les habitants de Fuzhou et l'un des quartiers chinois les plus célèbres des États-Unis. Les snacks de Fuzhou sont visibles partout dans les rues, de nombreux restaurants chinois et centres commerciaux sont également gérés par des Chinois, et les piétons dans la rue sont pleins de visages jaunes familiers. Ahua a reçu un nom anglais, Anna. Présentée par sa belle-sœur, elle est venue dans un restaurant chinois et a commencé à travailler pour rembourser ses dettes. La plupart des immigrants illégaux rembourseront leurs dettes en 5 ans en travaillant, mais ces 5 années seront très fatigantes. En raison des faibles salaires horaires, ils doivent travailler plus de 80 heures par semaine et la plupart de leurs tâches sont de haute intensité et dans un environnement de travail médiocre. On dit qu'après l'incident du 11 septembre, le travail de nettoyage des ruines du World Trade Center à New York a été principalement effectué par des immigrants illégaux embauchés par le gouvernement de la ville de New York, dont la plupart étaient originaires de Changle, Fuzhou. Ahua n'avait aucune expérience de travail dans un restaurant auparavant, alors le patron lui a assigné un travail de surveillante de comptoir, ce qui signifiait surveiller la table du buffet et y servir des plats en permanence. Le salaire mensuel est de $2216 et le remboursement mensuel de la dette plus les intérêts est de $1000. Elle vivait temporairement chez sa tante. À l'origine, sa tante ne voulait pas lui faire payer de loyer, mais son oncle par alliance était un Américain plutôt froid et a insisté pour qu'elle paie $800 de loyer chaque mois. L'argent restant ne lui suffisait pas pour vivre dans le restaurant. Après avoir travaillé pendant 3 mois, Ahua a commencé à penser à changer d'emploi. Après son arrivée aux États-Unis, Ahua a entendu de nombreuses histoires de Chinois devenus riches. Il y avait un homme qui s'introduisait clandestinement et qui commençait une activité secondaire de revente de coupons de secours,
des coupons d'achat donnés par le gouvernement aux pauvres et qui ne peuvent être utilisés que pour faire des achats dans les supermarchés. Cette personne a acheté un grand nombre de coupons d'achat à bas prix auprès de Mexicains et de Noirs, puis les a vendus à des prix élevés, accumulant des millions de dollars en seulement un an. Il y a aussi des gens qui ont ouvert des restaurants chinois après être arrivés ici. Ils ont échoué au début, mais ont ensuite acquis de l'expérience et se sont tournés vers les restaurants de fruits de mer. En un an, ils ont ouvert 17 succursales à travers les États-Unis. Plus tard, ils ont épousé une Mexicaine et ont obtenu avec succès la citoyenneté américaine. AUA a entendu d'un autre villageois que le massage était très rentable et qu'il y avait de nombreux salons de massage chinois et des magasins où l'on tuait les chevaux à Chinatown. Le villageois était dans ce commerce et il lui a ensuite présenté une boutique. Après quelques hésitations, AUA a quitté son emploi au restaurant et s'y est rendu. La boutique se trouvait dans une rue étroite, avec une enseigne Shinamaza bien visible accrochée à la porte, une statue de Guan Yu à l'entrée et une légère odeur d'encens flottant dans la boutique. Après qu'AUA soit entré et ait expliqué son objectif, le patron l'a regardé de haut en bas et lui a dit « Venez apprendre pendant quelques jours, et si vous sentez que vous pouvez le faire, vous pourrez commencer votre travail. » AUA a entendu les inquiétudes du patron et a dit à la hâte « Je peux le faire. Patron, même si je suis petit, mes bras sont très forts. Je les ai formés en servant des plats dans des restaurants. » Le patron a accepté. Après une formation simple, AUA a commencé à travailler. Le travail dans le salon de massage consiste à masser les pieds et le dos des clients. AUA a rapidement compris le principe. En bref, c'est similaire au service des plats, les deux s'appuient sur la force physique pour gagner de l'argent. La plupart des clients qui appellent sont des Américains. AUA doit passer 5 ou 6 appels par jour, et cela coûte $60 de l'heure. Le patron en prend la moitié. Son revenu quotidien moyen est de $180, auquel s'ajoutent les pourboires des clients. À la fin de chaque journée, les épaules d'AUA lui faisaient mal à cause de l'épuisement. Elle s'est endormie dès son arrivée à la maison, sans même avoir la force de prendre une douche. Mais elle n'a jamais manqué un jour de travail. Elle n'a pas osé dire à sa belle-sœur qu'elle avait quitté son emploi au restaurant et qu'elle avait gagné près de $8000 le premier mois. AUA a compté l'argent plusieurs fois, incapable d'y croire. Le jour où il a reçu son salaire, il a senti que sa vraie vie aux États-Unis était sur le point de commencer. Après avoir augmenté ses revenus, AUA a pu économiser plusieurs milliers de dollars en plus de rembourser ses dettes mensuelles et ses frais de subsistance. Il a quitté la maison de sa tante et a loué un petit appartement à proximité pour $1200 par mois. Elle a également commencé à faire du shopping et à acheter des vêtements et des cosmétiques à la mode. Son compatriote l'a emmenée à Manhattan pour visiter la Statue de la Liberté. Les yeux d'AUA s'ouvrirent et elle sentit que l'air qu'elle respirait était si frais. AUA s'est également inscrit à un cours d'anglais et a pu avoir des conversations simples avec les invités. Durant cette période, AUA allait à l'église chaque semaine. 6 mois plus tard, elle a réussi à obtenir une carte de travail. Avec cette carte, elle peut travailler légalement. AUA pensait que son premier objectif était de rembourser ses dettes en 2 ans, et son prochain objectif était d'obtenir une carte verte le plus tôt possible. Il a entendu dire que certaines personnes avaient obtenu des cartes vertes grâce à l'asile, à un faux mariage, au travail, à la loterie ou en étudiant à l'étranger. Avec une carte verte, ils peuvent passer le test de citoyenneté après 5 ans et devenir citoyens américains après avoir réussi le test. Mais quoi qu'il en soit, vous devez d'abord économiser suffisamment d'argent. Un jour, un client américain est venu au magasin et lui a dit qu'il était un ancien client et lui a demandé s'il pouvait lui donner un demi-lit. AUA n'a pas compris ce qu'il voulait dire, alors le client a fait allusion à des actions, ce qui était en fait de la masturbation. Quand AUA compris, elle resta stupéfaite un instant et dit qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. L'invité a alors murmuré qu'on pourrait lui donner un pourboire plus important. AUA était un peu hésitante, mais elle l'a fait après avoir vu que le pourboire était assez élevé. Plus tard, chaque fois que le client venait, il demandait la petite femme avec des taches de rousseur sur le visage. Jusqu'au jour où le patron l'a découvert et a réprimandé AUA, « Es-tu un idiot ?
C'est un magasin légitime. Voulez-vous que mon magasin fasse faillite et que je sois mis en prison? Tu n'es pas obligé de venir demain. Aua a dit qu'elle ne comprenait vraiment pas les règles et qu'elle voulait juste gagner plus d'argent pour rembourser ses dettes, alors elle a demandé au patron de lui donner une chance. Le patron a dit qu'il ne voulait pas de commission pour ce jour-là et lui a demandé de partir immédiatement. C'est ainsi qu'Aua a perdu son emploi. Plus tard, il a appris que les salons de massage sont divisés en salons réguliers, ceux avec des demi-lits et ceux avec des lits complets. De nombreux salons ne peuvent pas être distingués de l'extérieur, il faut donc demander au patron à l'avance lors de son arrivée dans l'entreprise. Aua a interviewé plusieurs salons de massage par l'intermédiaire d'une agence de placement et a finalement choisi un salon qui proposait des services de demi-lit. Il a ensuite gagné $10 000 par mois et son travail était moins stressant que le précédent. Il a commencé à envoyer de l'argent chez lui, à partir de $800 par mois, augmentant progressivement jusqu'à $1,516 par mois, puis jusqu'à $2,000 par mois. Il espérait que ses parents et ses sœurs pourraient vivre une vie meilleure, mais après tout, ils étaient dans un pays étranger et n'avaient pas beaucoup d'amis. Lorsqu'elle se reposait, Aua ne pouvait s'empêcher de se sentir seule et ennuyée. Cela fait plus d'1 an qu'Aua est arrivé aux États-Unis. Il estime que cette année, à part travailler pour gagner de l'argent, il n'a pas passé de bons moments à voyager. Il a donc demandé quelques jours de congé à son patron et s'est inscrit à un voyage de 3 jours à Los Angeles et à San Francisco. Le groupe de touristes était composé d'environ 20 personnes, toutes chinoises, y compris le guide touristique et les touristes. Ils sont allés au Hollywood Walk of Fame, aux Universal Studios et ont visité le Golden Gate Bridge, connu comme le plus grand bâtiment des États-Unis, et Alcatraz, autrefois la prison la plus célèbre. Même si le voyage n'avait duré que 3 jours, il avait quand même eu envie de plus. Il s'est lié d'amitié avec une fille qui voyageait avec lui. Ils étaient assis dans la même rangée le long du chemin et s'entendaient très bien. Le nom de la fille est Uxu, elle a 24 ans, est originaire du Heilongjiang et parle la cuisine authentique du nord-est de la Chine. À la fin du voyage, Aua a ajouté Uxu sur WeChat et a dit qu'elle resterait en contact et lui rendrait visite à New York si elle en avait l'occasion. À l'automne 2013, par hasard, Aua a été emmené dans un casino par un autre villageois. C'était la première fois qu'il allait dans un casino. Plus tard, il s'y rendit souvent seul. Plus il jouait, plus il perdait. Il a continué à dépenser de l'argent et bientôt il a perdu tout l'argent qu'il avait économisé. Le casino est comme un monstre avec une bouche ensanglantée, dévorant constamment l'argent et les désirs des gens. Un jour d'octobre, Aua a reçu un message WeChat de Uxu, qui lui a dit qu'elle était en visite à New York depuis 2 jours. Après avoir vu Uxu commander de la nourriture, Aua regarda Uxu attentivement. Elle avait l'impression qu'elle était différente de la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Uxu était habillée à la mode, avec une veste à col en vison, des talons aiguilles rouges et ses cheveux teints en borbeau. En regardant l'expression d'Aua, Uxu rit soudainement. Il a dit à Aua que ce voyage aux États-Unis n'était pas pour le plaisir. Aua ne savait pas ce que Uxu avait dit ensuite, ce qui l'avait complètement entraîné dans un abîme. Après le dîner, ils ont changé de place. Uxu et ses 2 amis sont venus avec des visas touristiques B2 obtenus auprès d'une agence nationale. Ce soi-disant intermédiaire est spécialisé dans l'introduction de jeunes filles chinoises qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour gagner de l'argent et se prostituer. Ils contacteront à l'avance les madames aux États-Unis, et les bonnes filles seront envoyées directement dans des maisons dans différentes villes des États-Unis dès leur arrivée. Les madames demanderont à chaque fille d'envoyer des selfies à l'avance et de prendre une vidéo du corps entier en bikini. Le prix est ensuite déterminé en fonction des conditions de chacun. Le prix normal est de $120 à $150 par séance, et le prix pour une personne en bonne condition peut atteindre $500. Un abonnement mensuel commence généralement à $1,000 et l'assurance emploi représentera 30 à 50% du prix. Le pourboire donné par le client appartient à la fille. Uxu a déclaré qu'elle avait gagné $80 000 au cours des quelques mois écoulés depuis son arrivée aux États-Unis. Pendant les quelques jours du mois où elle ne peut pas travailler, elle fait du shopping et voyage. La dernière fois,
c'était la première fois qu'elle voyageait en groupe et elle a rencontré Ahua. Ahua est tombée dans le piège et a demandé à Zuxu si elle pouvait faire ça. Zuxu a sorti son téléphone portable pour le lui montrer. Un groupe Ocha est apparu sur l'écran avec des dizaines de filles, et la propriétaire du groupe était Mama-san. Zuxu a déclaré que ce n'était pas à lui de décider. S'il voulait vraiment le faire, elle parlerait au chef du groupe et lui demanderait de la contacter directement. Elle ne participerait pas à la discussion. Quelques jours plus tard, une personne nommée Ami a ajouté Ahua sur Ocha. Ahua a envoyé des vidéos et des photos comme demandé par l'autre partie. Après un moment, l'autre partie a répondu « D'accord, je vais vous donner une adresse et nous aurons une réunion en face à face plus tard. » En 2014, Ahua est arrivée dans un bordel près de Chinatown. Parce qu'elle n'était pas jolie et qu'elle était petite, elle ne gagnait que $120 par séance au début. La dame lui a pris $40 et les $80 restants, plus les pourboires, sont allés à Ahua. Elle servait principalement des plats chinois locaux. Ahua reçoit jusqu'à 10 clients par jour et gagne environ $20 000 par mois. Plus tard, afin de gagner plus d'argent, il a complètement ouvert son entreprise aux étrangers. De nombreux étrangers aiment la petite Ahua, disant qu'elle est charmante et qu'elle a le charme d'une beauté orientale. Il a progressivement gagné de nombreux clients réguliers et stables et ses revenus ont beaucoup augmenté. Certains invités sont très généreux et donnent souvent un pourboire de $100. Les filles aussi sont en compétition entre elles. Une très belle fille a rencontré un riche sponsor, qui lui a directement offert une Maserati. En plus de 4 mois, Ahua a économisé $100 000. On trouve de telles maisons partout aux États-Unis, certaines dans les zones urbaines et d'autres dans les banlieues. Il s'agit généralement de bâtiments à 2 étages sans aucune signalisation. Elles ne sont pas différentes des maisons ordinaires et sont relativement cachées. Ils comprennent de 5 à 10 chambres, chacune décorée dans des couleurs chaudes et ambiguës. La plupart des invités s'y rendent en voiture, et certains envoient une voiture pour venir les chercher. La plupart des mamasans sont des femmes chinoises d'âge moyen. Afin de développer leur activité, ils feront de la publicité sur des sites web, des journaux chinois locaux et des magazines pour adultes pour solliciter des clients. Ils partageront également des ressources et organiseront des call girls correspondantes pour récupérer et déposer les invités en fonction de leurs différents besoins, en circulant entre différentes maisons et hôtels. On dit qu'à Flushing, dans le Queens, à New York, il y a des dizaines de milliers de prostituées chinoises et que les salons de massage érotiques sont partout dans les rues. De nombreuses filles sont envoyées en masse dans les grandes villes pour se prostituer. Dans de nombreux coins sombres, de nombreuses filles et clients ont contracté des maladies sexuellement transmissibles. Certains bordels clandestins sont souvent rapidement fermés en raison de répression policière sévère, de rapports de pairs ou de bagarres en regang. Les mamasans seront condamnés à des peines allant de plusieurs mois à plusieurs années pour avoir organisé et hébergé la prostitution, alors que les prostituées ne seront généralement pas sévèrement punies. Certains demanderont même l'asile et finiront par obtenir une carte verte. Ahua fait généralement attention à se protéger. Elle n'a jamais contracté de maladie sexuellement transmissible et n'a jamais été arrêtée. Pendant ses pauses, il continuait à jouer avec l'argent qu'il gagnait grâce au commerce du sexe, et les enjeux devenaient de plus en plus gros. Il gagnait parfois et perdait parfois, mais la plupart du temps, il perdait davantage. Peu de temps après, il a de nouveau perdu toutes ses économies. À cette époque, il était complètement dominé par le désir et la toxicomanie, et avait complètement oublié la honte. Il n'avait aucun objectif dans la vie, et après avoir remboursé l'argent de sa belle-sœur, elle a presque cessé de le contacter. Durant cette période, Ahua rencontre un homme d'âge moyen nommé Lao Rao. Lao Rao est un mystérieux joueur d'une 40aine d'années. Il porte souvent un costume blanc, des chaussures pointues en cuir beige et tient souvent une pipe en bruyère à la main. Il est originaire de Tianjin et est bien connu dans la communauté sino-américaine. On dit que les habitants de Shanghai, Qinghai et Tianjin sont difficiles à traiter et que personne ne veut les offenser car ils sont impitoyables, ne laissent aucune place aux autres et sont difficiles à vivre. Mais Lao Rao a bien pris soin d'Ahua. Il l'a aidé à acheter des chips, l'a invité à dîner,
lui a offert des cadeaux et lui a également prêté de l'argent pour jouer. Cela a donné à Ahua un sentiment de confiance. Il n'avait jamais eu de relation depuis son arrivée aux États-Unis. À l'été 2015, Ahua a déménagé en Californie avec Lao Rao. Les deux ont loué une maison ensemble à Los Angeles et ont vécu ensemble. Lao Rao est un joueur professionnel qui fréquente les grands casinos. Ahua le suit parfois dans les casinos, et parfois reste simplement à la maison à regarder des séries télévisées, à cuisiner et à faire l'amour. Il n'est plus en affaires depuis longtemps, donc sa vie est relativement paisible. Un jour, quelques mois plus tard, Lao Rao a proposé avec enthousiasme de se lancer en affaires avec Ahua, chacun investissant $80 000 américains et garantissant un retour sur investissement dans les 3 mois. Ahua pensait qu'il s'était abstenu de jouer pendant un certain temps et, grâce à ses relations précédentes, il avait contacté un bordel clandestin à Los Angeles et avait continué à gagner de l'argent grâce à la prostitution. Durant cette période, Lao Rao lui a demandé pourquoi il n'était souvent pas à la maison. Il a menti en disant qu'il avait trouvé un emploi pour aider un ami à faire du commerce et qu'il vivait récemment chez son ami. Après quelques mois, Ahua a collecté suffisamment d'argent. Lorsqu'il a remis tout l'argent à Lao Rao, il a découvert qu'il s'agissait d'une entreprise de culture de marijuana. Bien qu'il soit légal de cultiver de la marijuana dans de nombreux États des États-Unis, une licence commerciale est requise et des taxes doivent être payées. Il existe des limites de quantité strictes et la qualité de la marijuana est également strictement contrôlée. Par exemple, les plants de marijuana doivent être certifiés par un laboratoire avant de pouvoir être récoltés. Les plants de cannabis ne doivent pas contenir plus de 0,3% de THC, sinon ils doivent être détruits. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, de nombreuses personnes le cultivent en secret et le vendent ensuite en secret. Début 2016, Ahua et Lao Rao ont officiellement démarré leur activité de culture de marijuana. Lao Rao est un immigrant aux États-Unis depuis plus de 10 ans avec une identité américaine. Il a déjà été impliqué dans des affaires douteuses, revendant des coupons de secours, volant des cartes de crédit et vendant de l'ecstasy. On peut dire qu'il est un vétéran. Naturellement, il s'est rapidement familiarisé avec l'industrie grise de la culture de la marijuana. Lao Rao a acheté une villa unifamiliale d'une valeur de $450 000 dans une petite ville à 1 heure de route de Los Angeles, avec un acompte de $100 000. Après la remise de la maison, une rénovation à grande échelle a commencé. Tout d'abord, tous les murs de la maison, à l'exception des murs porteurs, ont été ouverts et le premier étage a été transformé en plantation. Il a dépensé $40 000 supplémentaires en équipement de production, en pots de fleurs et en graines de marijuana, ainsi qu'en potions, engrais, lumière LED, ventilateurs d'extraction, équipements de surveillance, etc., puis a embauché quelqu'un pour voler de l'électricité dans une usine voisine. Après tout, si tous ces appareils étaient allumés, la facture d'électricité mensuelle s'élèverait à des dizaines de milliers de dollars. Finalement, Lao Rao a obtenu un véhicule utilitaire, a retiré les sièges arrière et l'a transformé en camion. Une fois que tout est terminé, attendez simplement la récolte et arrosez les plantes tous les 1 ou 2 jours. Il a planté un total de 800 plantes et a eu sa première récolte 3 mois plus tard, qu'il a vendue pour environ $110 000. Il a ensuite eu une récolte chaque mois par la suite, avec une vente moyenne de $60 000. Ahua a regardé Lao Rao rapporter des caisses d'argent liquide, dont certaines étaient gardées chez lui et d'autres expédiées à l'étranger. Il ne savait pas comment Lao Rao blanchissait l'argent ni par quel canot il vendait les plantes. Il a un jour posé la question, mais Lao Rao a gardé le silence et lui a simplement dit de ne pas s'en inquiéter et de simplement diviser l'argent. Seulement 6 mois après leur première récolte, les deux hommes ont gagné près de $500 000. Ahua était très heureux, mais Lao Rao n'était pas satisfait. Il a ensuite acheté 3 maisons à proximité et les a toutes transformées en plantations. Il a également embauché quelques frères plus jeunes qui étaient principalement chargés de planter, d'arroser, de cueillir et de prendre soin du jardin. Chaque personne a reçu $6 000. Les jeunes frères étaient très préoccupés par ce salaire, et tout s'est bien passé. En général, tant que les voisins ne le signalent pas, personne n'enquête.
Mais ce n'est pas si simple, tout comme les bonbons attirent inévitablement les fourmis. Il n'a pas fallu longtemps avant que des gangs vietnamiens et mexicains ne viennent le voler, comme s'ils convoitaient ce morceau de viande grasse depuis longtemps. Après chaque cueillette, Lao Rao livre personnellement les marchandises. Il est plutôt prudent et ne cédera pas la chaîne à d'autres. Une fois la récolte terminée, Lao Rao a transporté la marijuana jusqu'au lieu de livraison et a reçu une mallette pleine d'argent liquide. Juste après avoir quitté le garage, 2 camionnettes sont arrivées de l'avant et de l'arrière et ont forcé le camion à s'arrêter. 4 hommes forts ont sauté des camions avec des fusils à la main, pointant leurs canons noirs sur la tête de Lao Rao. Lao Rao ne s'attendait pas à tomber sur une scène de film policier. Il était tellement effrayé qu'il n'osait pas bouger et dut remettre l'argent docilement. Cette fois-là, il s'est fait voler $100 000. En plus de voler directement de l'argent, Lao Rao a également été confronté à d'autres choses. Au moment de livrer la marijuana, le gang vietnamien avait prévu le coup et s'est rendu directement à la maison pour emporter la marijuana. Le lendemain, lorsque les jeunes frères allèrent cueillir les fruits, ils virent la plantation en désordre et se regardèrent avec perplexité. Cela s'est produit plusieurs fois au cours d'une année, et certains jeunes frères timides étaient si effrayés qu'ils ont tout simplement démissionné et ont cessé de venir. Lao Rao savait certainement qu'il s'agissait d'un cas de gang qui se volaient les uns les autres, mais il ne pouvait pas appeler la police. Ahua pensait que c'était trop dangereux et voulait abandonner l'entreprise, mais Lao Rao l'a persuadé d'abandonner. Elle a dit que c'était inévitable dans ce domaine et que c'était suffisant pour conserver la majeure partie des bénéfices. Le pire qui puisse arriver était de déménager vers une nouvelle adresse. Ce n'est pas que Lao Rao n'ait pas envisagé d'engager des gardes du corps, mais il craignait que cela ne mène à une fusillade et n'attire l'attention de la police. Toutes ces affaires seraient anéanties et l'argent volé serait considéré comme de l'argent de protection. Le commerce de la marijuana a continué de fonctionner et, après déduction de divers coûts et vols, le bénéfice pour toute l'année 2017 a encore dépassé les $2 millions américains. Selon l'accord précédent, Lao Rao et Ahua partageraient les bénéfices à 6h04. Plus tard, Ahua a cessé de s'inquiéter de l'entreprise et l'a entièrement confiée à Lao Rao. Elle prenait l'argent et jouait quand elle n'avait rien à faire, dépensant souvent 10 ou $20 000 sur un seul pari. Peu à peu, Ahua est devenu célèbre dans le cercle chinois. En 2018, il ressemblait à une célébrité, portant des vêtements de marque, conduisant une Porsche 911, se rendant chaque jour dans divers endroits haut de gamme et prenant souvent un hélicoptère pour se rendre dans les grands casinos de Las Vegas. L'humeur d'Ahua s'est également améliorée. Elle ressentait le plaisir de dépenser de l'argent. Sa petite silhouette oscillait chaque jour entre les lumières vives et la vie nocturne. Elle sentait que son rêve américain était devenu réalité. Tant qu'elle avait de l'argent, cet endroit était vraiment comme le paradis. Le petit village isolé de sa ville natale avait été complètement oublié par elle. Au cours des 2 dernières années, Ahua et Lao Rao ont entretenu une relation en tant qu'amants et partenaires commerciaux, mais il sait dans son cœur qu'il n'y a pas de véritable amour en eux, mais il veut toujours épouser Lao Rao. Son objectif était d'obtenir une carte verte et de devenir dépendant de Lao Rao, mais Lao Rao ne lui a jamais donné de réponse claire. Chaque fois qu'Ahua abordait ce sujet, Lao Rao retardait et évitait le sujet, et les deux finissaient toujours par se disputer de manière malheureuse. Sans identité, il ne peut toujours pas s'enraciner aux États-Unis. Cependant, un enlèvement a brisé sa vie. Lao Rao a un fils qui vient d'avoir 18 ans et qui fréquente l'université à New York. Il a une personnalité très rebelle, dépense beaucoup d'argent et aime se montrer. Il est devenu un playboy. Un jour de novembre 2018, il est allé dans une boîte de nuit et a rencontré un groupe de personnes et était très intéressé par l'une des filles. Lorsqu'ils sortaient vers 2 ou 3 heures du matin, ils allaient chez un ami pour continuer à faire la fête et à boire. Il était sur le point de repartir tôt le matin, mais dès qu'il est sorti, il a été arrêté par plusieurs personnes, entassé dans une voiture de fonction et est parti. L'autre partie a exigé $1 million américains de Lao Rao et a menacé de le tuer s'il ne recevait pas l'argent dans les 3 jours. Lao Rao n'a pas osé appeler la police, alors il est allé discuter de ce qu'il fallait faire avec Ahua.
Elle a dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent liquide sous la main et qu'elle avait besoin d'une aide d'urgence. C'est à ce moment-là qu'Ahua a découvert que Lao Rao était déjà marié et avait des enfants. Ahua a endurci son cœur et a finalement retiré la plupart de ses économies, payé la rançon à temps et aidé Lao Rao à sauver son fils. Par la suite, Lao Rao fut très reconnaissant envers Ahua et promit de divorcer de sa femme, de l'épouser et de lui donner la citoyenneté américaine. Il a également déclaré que lui et sa femme n'avaient aucun sentiment l'un pour l'autre et qu'ils étaient séparés depuis de nombreuses années. La promesse de Lao Rao a ravivé l'espoir dans le cœur d'Ahua. Après tout, l'identité légale a toujours été l'obsession d'Ahua, car il ne peut pas retourner en Chine sans identité. Il n'a pas vu sa famille depuis près de 7 ans. Cependant, la veille de Noël, Lao Rao a soudainement disparu. Ahua n'a pu trouver la personne nulle part. Elle a appelé le téléphone portable de l'autre personne, mais personne n'a répondu. Lorsqu'elle a rappelé, le téléphone était éteint. Lorsqu'il s'est précipité vers l'autre résidence de Lao Rao, il a constaté que les bagages de Lao Rao avaient disparu et que l'endroit était vide. Bientôt, Ahua a appris un fait choquant. Toutes les propriétés au nom de Lao Rao avaient été vendues à d'autres, et le commerce de marijuana avait également été transféré. Dans un accès de colère, Ahua a dénoncé toutes ces maisons. En 2019, Ahua est retourné à Chinatown à New York et a continué à gagner sa vie en vendant du sexe. Il avait alors 34 ans, son visage était couvert de nombreuses rides et sa peau devenait terne. De moins en moins de clients venaient le voir. Il a continué à jouer et a commencé à boire beaucoup. Il souffrait d'insomnie sévère et devait prendre des somnifères tous les jours pour s'endormir. Il n'avait toujours pas d'identité et vivait dans un petit appartement miteux, comme un cadavre ambulant. Chaque nuit, on entendait les cris d'une femme battue venant de la porte d'Alexandrave côté. La dernière fois que Lao Ding a vu Ahua, c'était en septembre 2019. Ils se sont rencontrés dans un casino en 2017. À cette époque, Ahua était très glamour et dégageait un charme charmant. Son sourire sous son maquillage exquis montrait une pointe de simplicité et de gentillesse. À cette époque, lorsque Lao Ding était libre, il l'appelait et lui demandait de venir discuter et de manger ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'après seulement 2 ans sans nous voir, Ahua devant moi semble être une personne différente. Cet après-midi-là, dans un café de la 8e avenue, Ahua a raconté toutes ses expériences au fil des années. Elle a déclaré qu'elle avait récemment souffert de dépression et qu'elle avait pensé au suicide. Il a dit qu'il voulait vraiment retourner en Chine mais qu'il n'avait aucune identité. Il a dit qu'il était complètement déçu par le rêve américain et qu'il ne s'était pas fait de vrais amis ici, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour tout cela. Peu de temps après cette rencontre, Lao Ding a reçu un message WeChat d'Ahua. Il ne contenait que quelques mots, « Je m'en vais. Prends soin de toi. » Lao Ding a répondu, « Merci. J'ai également découvert que l'autre partie m'avait bloqué. » Eh bien, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous avez quelque chose à nous dire, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo.